De retour dans l'Africa News pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de M. Mario Noé Bang Anguessomo, délégué permanent de la Guinée équatoriale auprès de l'UNESCO. Et également avec nos éditorialistes Jean-François Kandji-Koumbe et Gemal Telle. Tout de suite, le dossier du jour. La Guinée équatoriale a connu une croissance sans précédent ces dernières années grâce à l'exploitation de l'or noir, mais tous les secteurs économiques ne bénéficient pas de la manne pétrolière. L'éducation notamment est encore à la peine. Un reportage de nos correspondants Serge Kofi et Léopoldo Enemi. Avec 926 écoles recensées à travers le pays, la Guinée équatoriale est confrontée à de nombreux défis dans le secteur de l'éducation. Selon les chiffres de l'éducation nationale, on a enregistré en 2009 un taux de scolarité de 89%. 5 ans après, ce chiffre a évolué et est passé à 96%. Le taux de formation des enseignants, principaux acteurs de la formation des jeunes, ne dépasse pas les 50%. Le nombre suffisant d'écoles maternelles, primaires et secondaires, l'absence d'infrastructures adéquates constitue les principaux maux dont souffre le secteur de l'éducation en Guinée équatoriale. Quel est l'apport du secteur privé ? Quelles sont les initiatives du gouvernement ces dernières années pour améliorer le taux de scolarisation brute et primaire ? Ces initiatives sont-elles adaptées aux besoins du pays ? En réalité, le secteur de l'éducation est tenu dans les grandes villes par des initiatives privées. Face à une demande grandissante due à la croissance démographique de la Guinée équatoriale, le besoin de former les jeunes équato-guinéens a doublé alors que l'offre de l'État n'a quasiment pas évolué. Résultat, la multiplication au cours de ces dernières années d'établissements privés. 72 centres éducatifs sur 100 sont publics et 28 sont privés. L'idée de créer ce centre est venue du fait que nous sommes dans un quartier où les centres publics d'enseignement sont éloignés. La majorité des élèves ici viennent du quartier. Pour ne pas aller très loin et réduire la distance, nous avons eu l'idée de créer ce centre. Aujourd'hui, nous sommes à 1200 élèves par an. Le montant des investissements dans le secteur éducatif est encore méconnu. Malgré le miracle économique qu'a connu le pays, l'éducation a relativement peu progressé comparativement aux bons et normes du PIB par habitant. Au niveau budgétaire, le gouvernement ne consacre pas le financement qu'il faut en matière d'enseignement. L'éducation et les thèmes sociaux devraient avoir un budget plus important. Par exemple, 10% ou 20% du budget national dédié à l'enseignement serait une bonne chose. Ici, les chiffres de l'investissement dans l'enseignement n'arrivent pas à 4%. L'éducation n'a pas bénéficié des grandes entrées financières qu'apporte le pétrole. Il y a eu une erreur de jugement. Ici, on ne sait pas ce qu'est l'infrastructure humaine, la création des ressources humaines. C'est l'université, l'enseignement secondaire et primaire qui l'a créé. Quand le gouvernement dit qu'il va consacrer les revenus de pétrole aux infrastructures, il a complètement oublié l'infrastructure basique qui est la ressource humaine. Del petróleo, gran parte lo iba a dedicar a infraestructura, se olvidó de la infraestructura básica, que es la infraestructura humana. Toutefois, le tableau n'est pas si sombre. Selon les chiffres de l'initiative Éducation pour tous de l'UNESCO, certains indicateurs sont favorables, notamment ceux de l'alphabétisation. 98% des jeunes et 94% des adultes sont alphabétisés. Ceci représente l'un des taux les plus élevés de l'Afrique subsaharienne. La scolarisation préscolaire est de 55%, soit le double de la moyenne africaine et en progrès de 20 points de pourcentage depuis 2002. Les chiffres s'améliorent chaque jour un peu plus. Comme vous le savez, l'objectif du gouvernement, particulièrement le ministère de l'Éducation, est de faire en sorte que les enfants aient un accès à de meilleures infrastructures scolaires, avec de l'eau, des sanitaires, qu'il y ait la meilleure qualité en ce qui concerne tout le matériel d'enseignement et la meilleure implication des parents dans l'éducation de leurs enfants. Progressivement, nous avons vu de bonnes avancées en ce qui concerne la permanence des enfants à l'école. Une ambiance d'apprentissage qui s'améliore à chaque fois. Les chiffres s'améliorent et il faut encourager le gouvernement à faire plus. Et progressivamente, hemos visto a mayor número de niños que ingresan a la escuela y permanezcan en las escuelas. Le gouvernement a réussi à réduire les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et à améliorer le taux de scolarisation. Mais le pari reste encore de réussir l'égalité d'accès à une éducation de qualité pour tous. Entre 2007 et 2014, plus de 600 enseignants ont été recrutés par l'État. À tous les échelons,
un personnel enseignant qualifié et motivé vient à manquer. La majorité des enseignants ne possèdent pas de diplôme supérieur au baccalauréat. Une situation assez représentative du profond malaise qui caractérise le milieu enseignant équato-guinéen aujourd'hui. L'aide que le gouvernement pourrait nous accorder à nous, les enseignants, c'est la formation. Parce qu'un professeur doit être une personne à jour. Les experts du ministère doivent en principe organiser des séminaires ponctuels à notre endroit. Il y a ici de petites formations didactiques, mais nous avons vraiment besoin de l'aide du ministère. Le partage d'expérience est un important outil sur lequel nous devons aujourd'hui baser notre politique. Avec cette situation, on remarque la désaffection du système éducatif public au profit d'initiatives privées qui ont connu une augmentation en Guinée équatoriale. Près de 40% des enfants équato-guinéens sont inscrits dans des établissements privés. Complémentarité et concurrence saine entre public et privé peuvent découler de cette situation inédite. Les performances du privé incitant le public à améliorer ses prestations et vice-versa. En conséquence, le risque que l'éducation de qualité devienne un luxe des classes moyennes et supérieures est permanent. C'est normal, parce que dans le centre privé fonctionne un mécanisme qui est C'est normal qu'il y ait de la qualité dans les centres privés. Il y a une logique qui fonctionne dans ces centres, c'est le marché. C'est-à-dire que ce sont les parents qui sont les clients et les élèves ont une exigence que le secteur privé doit respecter. Dans le secteur public, il n'y a pas de mécanisme d'audit à l'enseignement. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'inspecteur de l'enseignement dans le public. Les gens croient qu'il ne devrait pas en exister. Non, le ministère doit avoir son personnel dédié à inspecter les centres d'éducation publique afin d'améliorer le système éducatif. Il devrait aussi avoir un contrôle dans les centres privés pour voir s'ils atteignent les critères minimaux. Ce mécanisme ne fonctionne pas. Los inspecciona, aunque sean públicos, y elabora una auditoría, hace una auditoría sobre cómo funcionan para mejorar los centros públicos. La privatisation serait-elle une solution au problème de l'enseignement équato-guinéen d'aujourd'hui? On répond par la négative du côté du ministère de l'Éducation nationale de la Guinée équatoriale. Les initiatives privées ne doivent pas se substituer aux prérogatives régaliennes de l'État. Il a donc été mis en place en 2006 un plan décennal de développement de l'éducation nationale dont les résultats seraient déjà perspectibles. Et los niños están a 50-50. En segundo, igual. Dans l'enseignement aujourd'hui, les filles et les garçons sont égaux, que ce soit au primaire ou au secondaire, malgré le fait que le chiffre des filles baisse à mesure que l'on avance. La parité dans l'éducation est quasiment accomplie. En ce qui concerne les infrastructures, il fallait construire des centres intégrés d'éducation dans chaque chef-lieu de province. Avant, il n'y avait que 3. Actuellement, tout est en construction. Actuellement, nous avons 400 infrastructures éducatives en construction. À quelques mois de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement, la Guinée équatoriale est encore face au défi de l'édification d'un système éducatif de qualité. Les améliorations enregistrées ces dernières années occultent les nombreux défis qu'il reste à relever. Les améliorations quantitatives et qualitatives, la rationalisation de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que l'adéquation de ce dernier avec les attentes du marché du travail, forment le grand chantier auquel doivent impérativement s'atteler le gouvernement équato-guinéen. L'heure est tout de même à l'optimisme, car la Guinée équatoriale possède les deux éléments de l'éternelle équation qu'est la conjonction d'une volonté politique et des sources de financement. Monsieur Ebang Anguessomo, avec 926 écoles recensées à travers le pays, les efforts de l'État, quelles sont aujourd'hui les faiblesses de ce secteur éducatif en Guinée équatoriale? Bon, si on tient compte de ce qui a été dit dans le reportage que nous venons de suivre ici, je pense qu'au niveau général, il y a des progrès qui sont accomplis. Au niveau du gouvernement, il y a des efforts qui se sont faits. Et en ce qui concerne le secteur privé, je crois que c'est une collaboration nécessaire pour appuyer aussi le programme du gouvernement. Mais il y a certains aspects qu'il ne faut pas négliger. Il y a des affirmations qui ont été dites par certains médias en disant que le gouvernement ne trouve pas les fonds nécessaires pour l'enseignement, ce qui n'est pas vrai. Le secteur de l'enseignement, c'est un secteur social, comme la santé. Nous voyons comme le gouvernement fait des efforts nécessaires pour appuyer ce secteur qui sont vraiment très délicats. Donc, en ce qui concerne la construction des centres, pour tout le monde qui voyage en Guinée équatoriale, il voit qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens.
Bien, s'il y a des centres privés qui se sont créés au fur et à mesure que l'enseignement avance, donc ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais ce qui est là, c'est qu'il y a des contrôles aussi qui se sont faits, il y a des contrôles qui se font dans le sens qu'il y a des inspections. C'est-à-dire le programme établi par le gouvernement, il y a la loi de l'enseignement qui régit les destinées des écoles en Guinée équatoriale. Dans cette loi, il y a des inspections qui se font pour harmoniser les programmes éducatifs, soit au primaire, au secondaire, même au niveau universitaire. Donc, cette harmonisation des programmes se fait que tout l'enseignement se fasse d'une manière égale. Donc c'est pour ça quand il y a certains secteurs qui disent que non, le gouvernement ne fait pas des inspections, ce n'est pas vrai. Il y a des professeurs aussi qui le disent dans le reportage que le budget alloué à l'éducation n'est pas suffisant. Non, les professeurs, on a entendu, surtout les professeurs de l'enseignement privé, les professeurs de l'enseignement officiel public ne se sont pas prononcés. Bon, toujours est-il que quand tu crées un centre d'enseignement, il faut avoir suffisamment de fonds pour pouvoir maintenir ce fonds. Bon, le gouvernement peut venir en second plan pour vous aider, par exemple, s'il y a certains aspects que vous ne pouvez pas couvrir. Bon. Et ce que je sais, c'est que le gouvernement fait des efforts nécessaires. Bon, l'enseignement privé, ce n'est pas mal, mais le problème c'est qu'il faut, quand vous créez un centre, il faut d'abord avoir suffisamment de fonds pour maintenir ce centre, avant de chercher des financements ailleurs. Donc c'est pour ça, quand il y a eu certains professeurs qui se prononçaient dans ce sens-là, sont les professeurs du privé. Donc peut-être parce qu'on considère que quand vous créez un centre privé, bon, les fonds nécessaires seront des fonds que les parents d'élèves payent pour les matriculations de ces enfants. Donc ça dans ce sens. Bon, peut-être vous pouvez aussi avoir des appuis du gouvernement, si vous les demandez, même d'autres financements qui viennent d'ailleurs. C'est ça. Jean-François, M. Ebang Nguessomo parlait de la collaboration nécessaire entre le secteur privé et le public pour le secteur de l'éducation. Mais qu'est-ce que cela révèle, une présence prépondérante comme ça des acteurs privés dans le secteur de l'éducation? Est-ce que c'est réellement bénéfique? Alors, du reportage, je ne crois pas pouvoir tirer le fait que les écoles privées sont prépondérantes. Il a été annoncé dans le reportage qu'il y avait un certain pourcentage important et qu'il y avait même des revendications du secteur privé pour augmenter sa part dans l'enseignement, dans l'éducation des jeunes et que cela n'avait pas été fait. Donc il y a la présence du privé. Moi, je pense que la cohabitation entre l'enseignement public et l'enseignement privé ne pose pas de problème à mes yeux. C'est pas une difficulté, comme pour toute activité humaine, y compris à caractère, que ce soit à caractère social ou à caractère économique, on peut admettre l'idée que des personnes privées peuvent aussi apporter à la collectivité et peuvent bien apporter à la collectivité. Je pense que la question est essentiellement celle de savoir qui décide du cadre dans lequel cet enseignement se fait. Et il a été rappelé dans le reportage, et moi je partage cette opinion, je le dis souvent autour de ce plateau, sur ce plateau, que c'est une mission fondamentale de l'État à mes yeux, que celle de définir le contenu de la formation des citoyens, de ces citoyens, et c'est aussi une manière de préparer l'avenir. Et dès lors que nous avons affaire à une activité qui est stratégique comme celle-là, il importe que l'État puisse être à la manette pour définir les programmes, pour valider les projets de formation, pour accréditer les établissements, parce que tous les établissements ne sont peut-être pas en mesure de pouvoir assurer un enseignement qui soit un enseignement de bon niveau ou d'excellence. Et j'ajouterai, et je terminerai par là pour l'instant, que dans ce rapport-là, il ne faut jamais oublier que les établissements privés vivent sur des fonds privés, certes, qui sont apportés parfois par les parents, mais que leur personnel de formation
il est formé par l'État. Il n'y a pas d'établissement privé que je sache en Guinée équatoriale ou partout en Afrique qui forment les formateurs. Les formateurs sont toujours de la responsabilité de l'État et ensuite ils sont recrutés dans le privé. Donc ce que j'ai entendu tout à l'heure sur une compétition saine, il ne peut pas jouer par exemple sur ce levier-là. Les enseignants sont les mêmes dans le public que dans le privé, ils ont été formés aux mêmes écoles et si les programmes sont les mêmes qui sont délivrés, il reste quoi? Il reste l'environnement, les infrastructures et sur les infrastructures, je dirais juste un mot. Moi je suis surpris par qu'on dise qu'il n'y a pas de subvention et que dans le même temps, il y a une augmentation du taux de scolarisation, du taux d'alphabétisation. Il y a là quelque chose, il doit y avoir un miracle équato-guinéen, je crois, monsieur l'ambassadeur. Oui, alors justement, sur ce paradoxe, d'un côté, ces reproches à une certaine défaillance du secteur de l'éducation, et en même temps, la Guinée équatoriale a un taux de scolarisation relativement élevé, un taux d'alphabétisation aussi relativement élevé. Justement, c'est pour ça que je disais qu'il y avait certains points dans le reportage qui ne collaient pas. Étant donné que nous le savons nous tous que la Guinée équatoriale occupe les premières places en Afrique des pays qui ont un taux de scolarisation très élevé, voire même le taux d'alphabétisation. Alors, ce taux est très élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a des efforts qui se font au niveau du gouvernement afin d'éradiquer ce manque de formation des gens. Donc, mais, par exemple, on a vu il y a 89% de taux de scolarisation au niveau de l'enseignement primaire. Donc, c'est un taux qui est beaucoup plus élevé, très, très élevé même. Bon. Et puis, il y a l'égalité de sexe que le gouvernement est en train de faire afin que les filles et les garçons soient au même niveau de taux de scolarisation. Donc, ce qui est en train d'être fait. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y avait certains points qui ont été évoqués dans le reportage qui ne sont pas vraiment... qui ne collent pas vraiment. Mais ces bons résultats grâce aux efforts de l'État ou grâce à l'importance du privé dans l'éducation? Pour le cas de l'espèce de la Guinée équatoriale, je pense que M. l'ambassadeur a plutôt répondu. Je reviendrai sur le cas de la Guinée équatoriale, mais moi j'ai une équation facile. Une des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration, c'est Tijani Cham. On lui pose la question une fois, comment voyez-vous le continent africain dans quelques années? Il répond, la solution est simple, elle réside dans 3 points. École, école, école. Et je suis tout à fait de ce point de vue-là. Si vous formez des générations futures, vous formez un État futur, vous formez une classe moyenne future. Vous négligez le secteur de l'école, vous négligez l'avenir de votre pays. Un pays qui a des ressources humaines a toutes les chances d'y arriver. Un pays qui n'a pas de ressources humaines n'y arrivera pas. Quand bien même il aurait beaucoup de pétrole, quand bien même il aurait beaucoup de gaz. Je crois que c'est une équation à laquelle aujourd'hui toute l'humanité est d'accord. Pour revenir donc au cas, moi aussi j'ai été, comme Jean-François, frappé par le paradoxe. Mais le paradoxe qui n'est pas si paradoxal que ça. On peut avoir un pays à scolarisation importante et un niveau d'éducation pas très important. Tout dépend où est-ce qu'on met le curseur. D'abord, on peut mettre beaucoup d'argent sur l'alphabétisation, donc des anciens, et passer de la scolarisation de nouveaux. C'est possible, c'est un paradoxe, mais c'est possible. Je ne dis pas que c'est le cas en Guinée équatoriale, je dis qu'en l'espace c'est possible. On peut aussi avoir un niveau de scolarisation élevé et pas une qualité de l'enseignement importante. C'est-à-dire que, ce n'est pas Jean-François qui me dira le contraire, l'école est un ensemble. Et donc, l'équation entre le privé et le public, là encore, c'est un autre débat. Je veux dire, Jean-François a raison. Le vivier dans lequel on puise pour avoir de l'enseignement, c'est le vivier public. Les écoles en France privées sont sous contrat avec l'État et les enseignants sont fournis par l'État. Et les programmes, c'est ça que j'appelle fabriqués, sont fabriqués par l'Éducation nationale. Et donc, ça ne peut pas être la norme parce qu'il est bien entendu que l'une des fonctions importantes de l'État, c'est aussi de préparer les générations futures et donc de préparer l'école actuelle et du futur. Et donc, l'idée d'avoir un apport ponctuel, mais important, de qualité d'un secteur privé qui lui pousse l'éducation nationale vers le sommet, et donc un pôle d'excellence. Il faudrait, de mon point de vue, que le privé soit un pôle d'excellence. Mais pas seulement, il peut être un pôle aussi de bonne qualité supplémentaire. C'est-à-dire que moi, je peux avoir le choix d'envoyer mes enfants dans une école privée, comme je peux avoir le choix de les mettre dans l'établissement public. Et donc ce choix-là doit être possible. Mais
il doit, de mon point de vue, être possible que s'il y a une logique de concurrence. Il faudrait que le moment où je mets mon enfant dans une école, je me demande quel est le meilleur pour lui, quelle est la meilleure qualité de l'enseignement qui va être dispensé. Et donc, c'est de mon point de vue là l'élément important. Pour le cas d'espèce de la Guinée équatoriale, j'avoue que je suis frappé par un chiffre et j'en aurais fini là. 50%, ça me paraît très bas comme le taux de scolarisation. Je sais qu'il est assez important sur le continent africain, mais compte tenu des avancées de la Guinée équatoriale qui sont très bonnes dans beaucoup d'autres secteurs, je pense qu'il y a encore à faire, monsieur l'ambassadeur, ce sujet-là. Alors, Gemal, vous parliez de la formation des enseignants. Alors justement, dans le reportage, ce qui est soulevé, c'est que l'un des principaux défis pour le secteur de l'éducation en Guinée équatoriale, c'est justement la formation des enseignants. Est-ce que les autorités en ont conscience? Est-ce que c'est une priorité du gouvernement? Mais bien sûr, le gouvernement a un centre de formation des enseignants. C'est-à-dire c'est une école universitaire de formation des professeurs. Donc tout enseignant qui veut être professionnel, il doit aller dans cette école, qui est une école universitaire. Ça se trouve dans les deux grandes capitales du pays, à Malabo et à Bata. Donc, bon, toujours est-il qu'il peut y avoir des professeurs qui ne passent pas par cette école. Parce que nous avons cet handicap qu'il y a certains gens qui se sont formés ailleurs, c'est-à-dire hors du pays, à l'étranger, mais quand ils viennent au pays, afin de pouvoir combler leur salaire par mois, bon, il a été formé par exemple comme ingénieur, mais il veut gagner un peu de sous, il va au privé, il enseigne les mathématiques par exemple. Mais il n'a pas la didactique nécessaire d'enseigner. Il n'a pas eu les méthodes d'enseignement, mais il enseigne. Étant donné qu'aujourd'hui aussi, il a fait déjà un cursus universitaire, il a des acquis nécessaires pour pouvoir enseigner. Bon, ce sont des cas d'espèce qu'on trouve dans le pays. Mais par contre, l'État a son centre de formation pour les enseignants, pour les formateurs. Un centre qui a suffisamment de place aujourd'hui ? Qui a suffisamment de place, oui. Et il y a des élèves qui sortent, toutes les années, il y a des promotions qui sortent. Bon, il y a toutes les années, il y a les enseignants qui sortent dans ces écoles et que l'État est obligé de les placer partout où il y a des places qu'ils doivent couvrir. Donc c'est pour ça que je vous disais que s'il y a certains enseignants qui ne sont pas formés, bon, dans cette école, c'est-à-dire ce sont des petites choses qu'on peut, au fur et à mesure, pour arranger. Mais l'État a son centre de formation, une école universitaire qui forme des professeurs. Merci, messieurs. Nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.